Il faut dire que la femme a joué un rôle très important dans cette révolution et finalement nous allons passer en revue le rôle de la femme. Mais il faut dire que depuis son accession au pouvoir, le président Abdel Fattah el-Sisi a accordé un grand intérêt au renforcement des relations avec les pays africains et les chiffres sont là pour le prouver. Et nous allons passer en revue quelques chiffres et quelques aspects, des aspects ayant été réalisés suite à cette révolution. Nous avons procédé à la sécurité et la stabilité de l'Égypte, au renforcement de toutes les souches et de toutes les instances et toutes les institutions égyptiennes, et nous avons procédé par la suite à nos relations étrangères avec les pays, nos relations extérieures, et nous avons renforcé nos liens et érigé des ponts d'entente avec des pays du voisinage et évidemment à leur tête l'Afrique qui est au cœur des priorités de l'Égypte. Voyons les détails dans ce compte rendu. Depuis que le président Abdel Fattah el-Sisi a pris le pouvoir en 2014, l'Égypte a réussi à défendre les intérêts du continent africain et à élever la voix en faveur du juste droit à la paix, à la stabilité et au développement. Les efforts de la direction politique ainsi que de la diplomatie égyptienne et des institutions de l'État ont réussi pendant plus d'une décennie à établir des relations équilibrées basées sur le respect mutuel, la réalisation d'intérêts communs et la non-ingérence dans les affaires intérieures avec tous les pays à travers le monde, à l'Est, à l'Ouest, au Nord et au Sud. Depuis 2014, environ 30% des visites présidentielles à l'étranger étaient en Afrique. L'Égypte est porteuse d'un agenda ambitieux de réforme de l'Union africaine. Lors de son discours devant le 32e sommet ordinaire de l'Union africaine, le président el-Sisi avait tracé une véritable feuille de route pour surmonter les défis du continent, affichant les priorités de l'Égypte durant sa présidence de l'Union africaine en 2019. L'Égypte est déterminée à relever les défis qui se posent à l'Afrique et à défendre les intérêts du continent, s'est engagé le président, tout en félicitant les dirigeants africains pour la confiance placée en Égypte à la tête de l'Union africaine pour l'année 2019. Plusieurs progrès ont été réalisés au cours de la présidence égyptienne de l'Union africaine. Le Caire, sous la direction du président el-Sisi, a lancé la zone de libre-échange continentale africaine, suite à l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange continental qui l'organise, ce qui figurait parmi les priorités annoncées par le président pendant la présidence égyptienne de l'Union. La politique égyptienne envers l'Afrique repose sur plusieurs voies parallèles, dont les plus importantes étaient celles du développement, de l'augmentation des échanges commerciaux entre les pays du continent africain, de l'amélioration des infrastructures et de l'expansion des projets d'entrepreneuriat, afin d'améliorer le niveau de vie du citoyen africain, et au sommet de ces projets se trouvaient des projets liés à l'eau. Les 10 dernières années ont aussi vu la mise en place des projets de développement égyptiens les plus importants en Afrique, notamment des projets reliant l'Égypte à l'Afrique à travers les secteurs des transports et des communications et de l'électricité. Au cours des dernières années, l'Égypte a pris la présidence de plusieurs organismes africains, à savoir le marché commun pour l'Afrique orientale et australienne, et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, alors que le Caire a aussi réussi à accueillir le siège de l'Agence spatiale africaine. Et pour célébrer avec nous et nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Aissam Abdel Fattah, professeur d'analyse de discours politique. Dr Aissam Abdel Fattah, bonsoir et bienvenue avec nous. Oui, bonsoir. Dr Aissam Abdel Fattah, quand on pense au 30 juin 2013, qu'est-ce que ceci révèle? Qu'est-ce que ceci nous incite à voir ou à faire par la suite? Enfin, ça nous fait remonter à une époque très pleine de mouvements et pleine, en fait, je dis, pleine de chaos et aussi pleine d'espérance, d'espoir, d'aspiration, de mobilisation révolutionnaire. C'était à partir plutôt de 25 janvier, puis après jusqu'au 30 juin 2013. Ça, c'est une époque, je dirais, pleine d'incidents, de mouvements révolutionnaires, de protestations
Enfin, on peut dire que ça constitue un tournant majeur dans l'histoire de l'Égypte. Parce que l'Égypte est passée par on peut dire plusieurs étapes, plusieurs phases, à mon avis, qui sont peut-être nécessaires quand il y a, par exemple, une véritable révolution. Et jusqu'à maintenant, je considère l'Égypte, en fait, prolonge sa révolution. Il est vrai que par moments, on est passé par des moments très difficiles, des moments critiques, c'est-à-dire des hauts et des bas, ça fait tout le monde peut le constater. Mais ce qui est très important, c'est que il y a toujours, c'est-à-dire c'est le processus de rectification permanente du processus révolutionnaire. Ça veut dire que la première rectification, je dirais que c'est le 30 juin, bien sûr, et d'autres rectifications, mais d'un ordre différent. C'est-à-dire rectification économique, infrastructurelle, et aussi au niveau diplomatique, politique. On a vu carrément, à titre d'exemple, l'Égypte a fait, par exemple, a fait preuve d'un dynamisme spectaculaire avec, sur les fronts diplomatiques, soit par exemple vis-à-vis de l'Afrique, les pays africains, et l'Égypte a récupéré son rôle qui l'avait perdu en effet sous Moubarak, mais maintenant l'Égypte a repris en main justement ce processus de développer les relations avec les pays africains et aussi de renforcer les liens de coopération et les liens aussi économiques avec d'autres pays. Et sur le plan d'investissement, à titre d'exemple, l'Égypte témoigne en fait de grands efforts pour non seulement redresser l'économie, mais pour mettre en place des projets donc grandioses, économiques et d'investissement. Et le peuple égyptien en a fait preuve de longue patience, parce qu'il est toujours dans l'attente de voir les fruits de ces grands projets, c'est-à-dire des fruits qui pourraient toujours se répercuter sur le niveau social du pays. On sait très bien que aussi les Égyptiens, enfin le peuple égyptien, a montré sa disposition à s'offrir, toujours en espérant justement récolter les fruits de cette révolution. Docteur Assam Abdel Fattah, vous êtes professeur d'analyse de discours politique et à l'époque, en fait, on a souffert vraiment des discours qui nous provenaient de l'étranger, accusant cette révolution ou en mettant une étiquette sur cette révolution comme quoi c'était un coup d'État, alors que, comme vous voyez sur les images, il y avait énormément enfin, une bonne partie de la population égyptienne était dans les rues, les avenues des différents gouvernorats. Comment se fait-il qu'ils ont prêté une oreille sourde et un regard aveugle à ce qui se passait? Oui, c'était un regard très partiel, parce que vous savez très bien que si on veut regarder, parce que moi j'ai vu même beaucoup de politologues, c'est vrai, qui maintenaient à cette époque en fait l'énoncé coup d'État, coup d'État, coup d'État, bon. Mais ce qui vraiment est très frappant, c'est que ces politologues, ou bien disons la presse ou les médias occidentaux généralement, ici ferment les yeux complètement sur un coup d'État qui a été fomenté et qui a été réalisé par qui? Par les frères musulmans, par Morsi lui-même. C'est-à-dire que si on veut vraiment parler d'un coup d'État, le premier coup d'État qui a été fait, c'était quoi? C'est le coup d'État constitutionnel qui a été commis par Morsi lui-même. C'était en novembre, si vous vous souvenez. Parce que c'est lui, tout d'un coup, il a tout changé, il a repris en main tous les pouvoirs absolus et limités, c'est-à-dire à un moment où il n'y avait pas justement de Parlement. Puisque lui, il a dit, on sait très bien que ici, le Parlement a été dissous complètement, par Morsi, bien sûr, et puis il a repris en main, il a pris en main tous les pouvoirs absolus. Donc, ce qui certainement était contraire à la Constitution en vigueur à cette époque. Et ça constitue en fait un coup d'État. Alors ici, l'Occident, généralement, les médias occidentaux, ferment les yeux complètement sur cet événement important, parce que ils refusent souvent de qualifier cet acte, justement, qui s'érige en coup d'État par Morsi lui-même. Et puis maintenant, il focalise le regard sur la réaction ou le contre-coup de ce coup d'État. C'était quoi? Parce qu'on sait très bien qu'à cette époque,
C'est-à-dire que il y a eu beaucoup de signatures, l'opposition et les contestataires ont recueilli des signatures des Égyptiens, à peu près, c'était par millions, parce ils ont manifesté par millions dans les rues, et bon, réclamant à la force armée d'intervenir pour rectifier cette situation politique, la position politique, et aussi pour prendre quand même pour réagir à ce coup d'État de Morsi lui-même, des frères musulmans. Vous savez, alors qu'il y avait, à cette époque, il n'y avait pas de parlement. Quand il n'y a pas de parlement, alors dans ce cas, le peuple descend par millions dans la rue pour exprimer ses réclamations. À qui le peuple égyptien s'est adressé à cette époque? S'est adressé à ses forces armées. Et puis, dans l'histoire de l'Égypte, en fait, nous apprend complètement que c'est pas la première fois, parce que ici, le peuple égyptien dépend totalement de ses forces armées pour exprimer ses espoirs et pour aussi, et il s'attend il attend toujours de sa force armée de réagir. Et c'est ce qui s'est passé en fait le 30 juin. Donc ça c'est un point très important. C'est pour répondre en fait ici aux médias occidentaux. Il y a autre chose aussi que j'aimerais bien dire. C'est que les Occidentaux, il faut quand même mettre en considération qu'il y a beaucoup d'autorités occidentales qui justement rejettent complètement le printemps arabe, qui s'opposent au printemps arabe. Pourquoi? Parce que en fait, ils ont beaucoup d'intérêt, ils ont un grand intérêt à ce que, ici, dans les pays arabes, à ce que les pays arabes soient gouvernés par les forces traditionnelles. Les forces traditionnelles, pourquoi? Parce que, ça, tout le monde le comprend, parce qu'ils ont un grand intérêt, parce qu'ils considèrent, en fait, que les autorités, je dirais, les gouvernements autoritaires, comme un rempart contre le terrorisme. Et c'est pour cela, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'une révolution, une véritable révolution, par exemple, se produise dans ces pays. Et c'est pas moi qui dis ça, il y a beaucoup d'historiens occidentaux, beaucoup d'analystes occidentaux qui le disent dans leurs écrits. Et c'est pour cela, à titre d'exemple, il y a, je me rappelle Jean-Pierre Friou qui a écrit un livre sur cette attitude quand même hostile à la démocratie dans les pays arabes, hostile vraiment à tout mouvement révolutionnaire, hostile au printemps arabe, et au lieu d'utiliser le printemps arabe, par exemple, on a utilisé ici l'automne arabe. Enfin, alors ici, tout mouvement révolutionnaire se produisant dans les pays arabes ici provoque une réaction hostile en Occident. Pourquoi? Parce qu'ils ont un grand intérêt à ce que la situation, le statu quo, n'est-ce pas, continue dans ces pays. À votre avis, quels sont les acquis de la femme suite à cette révolution au niveau de l'amendement de quelques lois, au niveau des nominations et autres? Certainement, tout le monde peut le constater, il y a beaucoup d'acquis, c'est-à-dire soit au niveau du Parlement, c'est-à-dire il y a maintenant un quota assez, par rapport au quota précédent, justement c'est quand même, elle est de loin supérieure. Alors pour moi personnellement, je refuse même le quota parce que je considère qu'il y a une parité entre les deux, et c'est-à-dire il faut que tout le monde accepte même que les femmes puissent par exemple atteindre 60%, 70% son quota, c'est-à-dire les femmes doivent profiter d'une opportunité équivalente à celle de l'homme. Mais le quota, quand même, la notion de quota continue de toute façon, mais c'est une amélioration par rapport au passé, bien sûr, au niveau politique, législatif, au sein des élections. Il y a aussi, au niveau aussi des postes gouvernementaux, et on voit aussi, c'est-à-dire que dans le secteur privé aussi, on a vu une grande promotion, par exemple, c'est-à-dire une avancée majeure quand même, pour les femmes. Il y a des conseils actuellement des femmes des militantes, les militantes qui toujours défendent. Mais enfin, c'est un processus qui est ininterrompu, et on espère toujours que ce processus aussi porte ses fruits de manière que l'égalité soit comme absolue. Nous avons à peine quelques secondes.
pour évoquer juste l'aspect sécuritaire, l'Égypte était presque effritée et finalement, suite à la révolution, les institutions égyptiennes et l'État a réussi à ressouder les différentes institutions ensemble. À votre avis, les efforts qui ont été déployés, était-ce une stratégie ou c'est par acquis de patriotisme?